Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, 5 gendarmes tués au Burkina Faso, le jour de l'ouverture du sommet G5 Sahel à Ouagadougou. Les pays membres doivent trouver des solutions pour éradiquer la spirale infernale dans laquelle s'enfonce le pays hôte. Le Burkina Faso doit faire face ces derniers mois à une vague de violence sans précédent. La correspondance à suivre dans ce journal. C'est signé l'accord de paix entre le pouvoir de Bangui et les 14 groupes armés qui contrôlent une grande partie de la Centrafrique ont paraphé l'accord de paix. Un accord sous l'égide de l'ONU à Khartoum, au Soudan, à quelques jours de la tenue du sommet de l'Union africaine. Nous irons également au Nigeria. Vous verrez que dans le pays, des musiciens souhaitent utiliser leur art pour pousser les jeunes électeurs à aller voter. Le pays organise une élection présidentielle le 16 février prochain. Le président sortant, Muhammadu Buhari, est candidat à sa propre succession. Mais avant de développer ces titres, cette information concernant l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo. Il a quitté Delft aux Pays-Bas pour la Belgique. Le pays a accepté de l'accueillir après la décision de sa mise en liberté par la CPI, la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo aurait pris la route pour se rendre dans son pays d'accueil. Le Mali, la Mauritanie, le Tchad et le Niger sont réunis à Ouagadougou au chevet du Burkina Faso pour le premier sommet du G5 Sahel de l'année. Une ouverture marquée par la mort de 5 gendarmes ce mardi. Les pays membres se rencontrent pour discuter des mesures à prendre contre le terrorisme. Le pays hôte est particulièrement touché par des violences ces derniers mois. Cette réunion se tient à quelques jours du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. La correspondance à Ouagadougou de Bangali Touré de Kalidoussi. Ce 5e sommet des chefs d'État du G5 Sahel s'achève ici à Ouagadougou. Tous les chefs d'État présents ont réaffirmé leur volonté de combattre ensemble le terrorisme qui sévit dans le Sahel. Une des annonces fortes qui a été faite aujourd'hui est enfin l'opérationnalisation de toutes les zones d'intervention. Le Mali, qui est accusé du retard, est aujourd'hui prêt, comme nous le confirme le président nigérien Mahamadou Issoufou. Tous les pays qui doivent contribuer en bataillon l'ont fait au niveau des différents fuseaux, que ce soit le fuseau Est, le fuseau Centre ou le fuseau Ouest. Et c'est pour cela que je dis que la force conjointe est effectivement opérationnelle à tous les niveaux et au niveau de tous les fuseaux. Il faut féliciter les pays pour les efforts exceptionnels qu'ils ont eu à réaliser, surtout quand on sait que les promesses qui ont été faites à Bruxelles le 23 février 2018 par les partenaires n'ont pas toutes été concrétisées. Par contre, certains bailleurs de fonds ont fustigé l'absence de l'autorité de l'État dans certaines zones du Sahel. Le grand problème, c'est souvent le manque de présence de l'État. C'est le grand problème. Si les éléments de base, ce que l'État doit fournir comme un élément de base n'est pas immédiatement fourni, les terroristes se trouvent très à leur aise. Et j'ai une phrase qui explique très bien cela, que je répète souvent d'ailleurs, c'est que le vide de l'État, c'est l'oxygène du terrorisme. Le Burkina Faso prend la présidence du G5 Sahel à un moment où il fait face à de nombreuses attaques terroristes, particulièrement dans le nord du pays, ce qui a provoqué près de 80 000 déplacés selon le Haut Commissariat des réfugiés. Cet accord, également paraphé à quelques jours du sommet de l'Union africaine, le pouvoir de Bangui et 14 groupes armés qui contrôlent 80% de la Centrafrique, a été signé à Khartoum au Soudan. Cet accord relance les espoirs de paix dans ce pays meurtri par des années de conflits. Il faut toutefois rester prudent. Il s'agit du 8e accord signé depuis 2012. La plus éclatante reconnaissance que nous aurions exprimée à ceux qui ne cessent de nous appuyer, chers compatriotes, c'est de rentrer ensemble à Bangui pour la signature solennelle de l'accord et nous engager à le mettre en œuvre sans délai. Et la crise politique qui secoue la Centrafrique n'empêche pas de nombreux Centrafricains qui ont quitté le pays à revenir. On les appelle les répates. Ils ont décidé de rentrer au pays et de s'impliquer dans tous les secteurs malgré les dangers. Reportage. Sur son sidecar, Auguste se rend dans son exploitation agricole, près de la capitale centrafricaine. À Bangui, Clément Ndotizo poursuit ses investissements en attendant la rentrée du Parlement, où il a été élu député. Quant à Faya Dred, il fait ses dernières répétitions avant un concert. Leur point commun, ce sont des répates, des Centrafricains, expatriés en France, qui ont décidé de rentrer à Bangui, malgré les crises qui secouent le pays. Moi, quand je rentrais, d'abord mes compatriotes à Paris me disaient « il est fou ce monsieur ». Fou,
Clément Dotizo ne l'est assurément pas. En France, son entreprise peinait à décoller. À Bangui, il a créé l'une des plus grosses sociétés du pays, avant d'être élu député. Dans son immense villa, il se félicite d'avoir fait le choix de rentrer. Ok, parce que je vois ce qui se passe en France, avec les gilets jaunes et tout, vous voyez que j'ai vraiment fait un bon choix pour rentrer chez moi aujourd'hui. Dans son exploitation agricole, Auguste Ogoula arbore aussi un grand sourire. Il est revenu en 2008, en vacances, et n'est plus jamais reparti. C'est quand je suis arrivé que je me suis rendu compte des opportunités et de tout ce qu'on pouvait faire dans ce pays. Depuis son retour, Auguste a lancé un bar à concert, une boulangerie, ainsi qu'un bassin de pisciculture. Il aimerait que d'autres Africains fassent le choix du retour. On est en train de perdre beaucoup de talent et beaucoup de cerveau et de talent, je voudrais le dire comme ça, quoi. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés là-bas qui étaient ici talentueux, qui se sont perdus dans la masse en Europe parce qu'il y a la concurrence est beaucoup plus évoluée. Il y a beaucoup plus de concurrence, je dirais, qu'il y a en Afrique. Une concurrence moins féroce et plus d'opportunités économiques. Voilà les raisons avancées par ceux qui ont choisi de retourner en Centrafrique. Une explication paradoxale que Faya Dred raconte dans ses chansons. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade s'invite dans la campagne présidentielle. Karim Wade, son fils et également candidat de son parti, n'a pu se présenter. Sa candidature a été rejetée en raison de sa condamnation à de la prison. Abdoulaye Wade s'est exprimé ce mardi soir. Il demande un report du scrutin et appelle à des actions pacifiques pour empêcher qu'il ne se tienne. Écoutez-le. Nous avons décidé de nous opposer à la tenue d'une élection qui est entièrement fabriquée dans le seul but de réélire le candidat sortant, en l'espèce, M. Macky Sall. Nous sommes en train de travailler sur un programme d'action. Je précise que son objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de scrutin fondé sur de tels principes de violation des règles les plus élémentaires de la démocratie. Je précise que notre action sera pacifique. Les tout premiers déplacements de Félix Tshisekedi en tant que président de la République démocratique du Congo. Après quelques heures passées en Angola, le chef de l'État congolais est attendu au Kenya où il doit être reçu par le président Uhuru Kenyatta. Les détails de cette visite avec notre correspondant Bastien Renouille. Félix Tshisekedi devrait arriver durant la nuit ici à Nairobi afin de rencontrer durant la journée de ce mercredi son homologue kényan. S'il a choisi de passer par Nairobi pour son premier voyage, ce n'est pas par hasard. Uhuru Kenyatta était le seul président en exercice présent en République démocratique du Congo lors de la cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi. Uhuru Kenyatta qui a aussi passé de nombreux appels auprès des présidents d'Afrique de l'Est afin de les convaincre de reconnaître l'élection de Félix Tshisekedi. Le président congolais devrait aussi rencontrer Raila Odinga, un ami de longue date qui l'a aidé durant sa lutte en tant qu'opposant. C'est d'ailleurs ici, à Nairobi, que Félix Tshisekedi avait lancé sa campagne en signant un accord avec Vital Kamerhe. Enfin, il y a des raisons commerciales. Le Kenya tente de devenir une plateforme d'échange de minerais au niveau de l'Afrique de l'Est. Joseph Kabila a longtemps exprimé qu'il pensait que le Kenya volait ses ressources en permettant leur export via le territoire kényan. Uhuru Kenyatta va tenter de faire changer d'avis le nouveau président congolais et tenter de créer de nouvelles routes commerciales ici à Nairobi. Et puis cette information en provenance du Malawi, l'ancienne présidente du pays, Joyce Banda, a déclaré son intention de se porter candidate aux élections du 21 mai prochain. Elle a choisi Jerry Jana, ancien directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du pays, comme colistier. La musique pour attirer les jeunes Nigérians dans les bureaux de vote, c'est une initiative qui semble fonctionner. Le pays organise une élection présidentielle le 16 février prochain. Il faut savoir que la moitié des électeurs a moins de 35 ans. Nicolas Germain. Ces jeunes musiciens nigérians ont été choisis parmi 400 candidats. Pour gagner ce concours, ils devaient écrire des chansons sur la bonne gouvernance. L'objectif est d'encourager les jeunes électeurs à participer à la présidentielle de la semaine prochaine.
c'est important de s'exprimer avec les moyens qu'on a. Pour moi, c'est la musique. Et après avoir travaillé ici, je vais écrire des chansons qui seront beaucoup plus engagées. Beaucoup de gens parlent de l'importance de participer au vote, de la bonne gouvernance, et c'est vraiment le bon moment d'en parler. Les jeunes musiciens participent à des concerts avec des stars nigérianes comme Jude Abaga. Seuls ceux qui sont inscrits sur les listes électorales sont conviés au spectacle. Par le passé, j'avais soutenu un ou deux candidats que je connaissais personnellement, que je considérais comme compétents. Mais maintenant, la question la plus importante pour moi est quel dirigeant politique la jeunesse veut-elle ? Plus de la moitié des électeurs du Nigeria ont moins de 35 ans. Mais les deux favoris de ce scrutin sont, eux, âgés. Ils ont plus de 70 ans. Il s'agit du président sortant Muhammadu Buhari et le dirigeant de l'opposition, Atiku Abubakar. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24. N'hésitez pas à jeter un œil sur notre site internet et sur la page Facebook du Journal de l'Afrique.